On a le plaisir d'accueillir Hugues Bazin avec la Fédération des tiers-lieux de Bourgogne-Franche-Comté. Hugues Bazin, tu te présenterais un petit peu plus, mais on est content de le recevoir car c'est un chercheur en sciences sociales qui a beaucoup travaillé sur la notion de tiers-lieux, tiers-espaces. Et à la Maison Phare, dans nos pratiques de pédagogue sociale, on se revendique d'animer des tiers-espaces. Donc pour nous, politiquement, c'est pas la solution, mais c'est une des pistes, une des hypothèses qui nous semble hyper importante à construire aujourd'hui, justement pour retrouver des espaces de sécurisation, des espaces de lien social, des espaces de co-création. Du coup, on est très 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 heureux de l'accueillir aujourd'hui. Et en plus, on a passé l'après-midi avec Hugues, donc ça nous permettra d'aller un peu plus loin ce soir. Donc bienvenue. Voilà. C'est bon. Ça marche. La parole est à toi, Hugues. Voilà, l'idée c'est que Hugues intervient une petite heure et après échange questions-réponses avec vous. Merci pour cet accueil, pour cette soirée. J'ai proposé justement, même si ce n'était pas lié aux événements d'aujourd'hui, mais qui est aussi une captation vidéo, de façon à ce que des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Donc je ne sais pas si toi tu as un site internet, mais moi je le mettrai en tout cas. Je le mettrai moi sur mon site, voilà, que cet outil réflexif d'échange il puisse être partagé, ça puisse aussi donner l'occasion de... Donc oui, comme tu as dit, donc je suis... En fait, c'est pas moi qui ai travaillé sur les tiers espaces, c'est plutôt les tiers espaces qui m'ont rencontré. Bon, et je me suis posé un peu la question, justement, il y avait des choses qui me paraissaient fondamentales dans la démarche, pas seulement éducative. Alors j'ai mis tiers espace, j'ai pas rajouté éducatif, parce que bon, pour moi ça me paraissait évident, parce qu'on aurait pu aussi mettre tiers espace culturel, on aurait pu, rajouter toujours un qualificatif autour de tiers espace. Donc je préfère laisser le terme générique, parce que pour moi il y a une dimension, comme dirait un anthropologue qui s'appelle Moss, de fait social total, c'est-à-dire il y a des espaces-temps dans la vie où on se retrouve dans le sens entier de notre expérience. Et alors ça vous paraît un peu théorique, mais rassurez-vous, je vais rentrer après dans des exemples plus concrets. Mais mon intuition, c'est qu'effectivement, il y avait... j'ai écrit un article d'ailleurs, quand je faisais les travaux avec l'INJEP, que j'ai appelé espace intermédiaire d'existence, c'est-à-dire des moments, des espaces-temps, entre un rapport au temps, qu'on appelle aussi diachronique, c'est-à-dire notre parcours d'expérience, c'est qu'on vient toujours de quelque part et on voit quelque part, on est dans un cheminement, on est dans une trajectoire, et puis des situations horizontales. Par exemple, aujourd'hui, là, on est à un croisement entre chacun de vous, vous avez une expérience, vous avez un parcours expérientiel, vous avez une vie avec un patrimoine culturel, des connaissances, etc. Et en même temps, on vit une situation collective, qui est le croisement de vos expériences. Si on faisait un tour de table, on n'aura pas le temps ce soir, mais c'est ça qui est intéressant, par exemple, dans les ateliers recherche-action, ce que je fais, ou dans les entretiens autobiographiques, c'est que les gens prennent le temps finalement de raconter, alors pas toute leur vie évidemment, mais de développer un récit de vie. Et bien souvent, et moi je m'en suis aperçu d'ailleurs dans mon boulot, les gens n'ont pas souvent la possibilité de se raconter, de raconter leur récit de vie, en tout cas de cette façon-là, c'est-à-dire de manière positive, parce que c'est pas sur un curriculum vitae, en entretien d'embauche, on va raconter certaines choses. C'est pas non plus dans un environnement professionnel, dans différents moments de notre vie, on va peut-être présenter un parcours d'expérience, mais pas obligatoirement une totalité qui fait sens. Et donc, où sont les espaces-temps où à la fois on puisse se poser, on puisse se rencontrer, et il y a une totalité qui fait sens, non seulement par rapport à notre parcours de vie, mais aussi par rapport au collectif qu'on forme. Même si c'est un collectif éphémère comme ce soir, il y a des gens qui se croisent et puis qui vont se quitter, mais pourtant il y a aussi une expérience collective qui va se créer. Voilà. Et cette expérience collective va représenter, ou non, mais un repère en tout cas dans ces parcours d'expérience. Voilà. Et j'ai remarqué que souvent ces repères-là, ils n'étaient pas mis en valeur. Voilà.
parce que ces espaces intermédiaires ne rentraient pas dans les cases habituelles d'évaluation socio-professionnelle, ou ce qu'on n'attendait pas dans la logique qui prévaut aujourd'hui, qui est une logique, on va dire, plutôt concurrentielle, compétitive, etc. Donc ce qu'on va attendre, c'est la performance, par exemple, mais c'est la compétitivité, c'est des compétences, mais pas obligatoirement ces espaces intermédiaires. Or, l'hypothèse que je pense réaliste, que j'ai posée dès le départ, c'est au contraire ces espaces intermédiaires de l'existence sont non seulement des moments fondamentaux pour chaque individu, non seulement pour le collectif, mais aussi au niveau institutionnel, c'est-à-dire aussi au niveau politique. Et que si on arrivait à mieux les mettre en visibilité, peut-être on arriverait aussi à être un levier en termes de transformation politique. C'est ce que j'appelle justement ce tiers-espace. Donc ça fait un long cheminement. Hein. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui ce terme a été repris et est beaucoup plus commun à travers la notion de tiers-lieu, ce qui n'est encore pas tout à fait la même chose. L'espace, ça correspond évidemment à une coordonnée géographique, mais pas obligatoirement un lieu au sens où on l'entend habituellement, même si aujourd'hui on est dans un lieu institutionnel, on est dans une maison, une structure, mais on aurait pu très bien, même si les conditions auraient été peut-être différentes, mais se rencontrer dans la rue ou ailleurs, et ça aurait fait quand même aussi une autre forme de lieu. Un de mes premiers travaux était justement de partir de la rue. Et d'ailleurs, les créateurs de mode et l'industrie culturelle l'ont très bien compris. C'est souvent dans la rue que se créent les choses. Après, elles sont récupérées. Et tout ce qu'on peut appeler la créativité populaire, elle parle souvent de ces espaces de croisement. Et parce que la rue a un rythme, un mouvement, une esthétique. Et tous ces artistes de rue, et je m'étais intéressé dans les années 80-90, notamment à ce qu'on appelle aujourd'hui la culture urbaine, qu'on appelait la culture hip-hop, c'était non seulement des lieux de croisement, mais aussi des lieux de formation, mais aussi des lieux où pouvait s'exposer une esthétique, et donc ça veut dire qu'il y avait aussi un public pour recevoir cette esthétique. Par exemple, un graffiti, c'est une forme non marchande du travail artistique. Après, on peut avoir un jugement esthétique sur le graffiti, mais on pourrait dire que c'est un musée à ciel ouvert, par exemple. Pareil pour les danseurs de rue, ils offrent une expérience esthétique, mais sans passer par la médiation d'un lieu institutionnel. Ça peut être un musée, une scène culturelle ou autre. Et donc c'est ça qui m'intéressait, c'est comment effectivement ces espaces étaient des espaces de formation et d'expérience. Et j'en regrouperai en fait trois dimensions qui est pour moi formateur de ce qu'on pourrait appeler ces tiers espaces éducatifs. C'est à la fois une construction humaine, c'est-à-dire là où se déroule une expérience humaine, mais c'est aussi une construction sociale, là où se construit une manière de faire société ensemble. Après, cette manière de faire société ensemble, elle peut se développer ou non, elle peut rester en deux grandes, elle peut rester invisible, ou au contraire s'exposer, mais c'est une manière de travailler sur la société. Et puis c'est aussi une manière de produire du savoir, c'est-à-dire une connaissance, une expérience sur soi, qui nous permet de nous outiller pour ensuite développer une pratique, pour essayer d'expérimenter des choses. Donc cette dimension à la fois expérience humaine, sociale et réflexive, pour moi, est un dénominateur commun de ces tiers espaces. Et pour l'exemple que je présente, cette culture de rue, elle n'a pas été anonyme et underground seulement, puisque aujourd'hui, il suffit d'ouvrir les grands médias, vous verrez que cette esthétique est aujourd'hui récupérée et utilisée partout. Alors, parfois d'une manière marchande et à contresens de son origine, mais... Et donc je m'étais aperçu justement, pour reprendre toujours cet exemple de la culture de rue hip-hop, qu'il y avait des conditions spécifiques de son émergence, qui étaient à la fois liées d'abord à un contexte social. Pour la culture hip-hop, elle est née justement dans les quartiers populaires et correspond à toute culture à une dimension à la fois de s'adapter à son environnement et à la fois la capacité de le transformer. En fait, pourquoi l'être humain crée de la culture? Parce qu'à la différence peut-être des animaux, on est imparfait, on est mal foutu, on est mal fini. On a toujours besoin effectivement de construire des outils pour répondre à notre environnement, et la culture est une manière d'y répondre, et notamment en conditions de vie difficiles,
à l'anomie, c'est à la déstructuration du lien social, du lien familial, bah, effectivement, il y a des formes culturelles. Alors là, par exemple, ça a pris des mots pour le hip-hop, ça appelle ça des crews, des possis, des équipes, des familles de substitution, des bandes, etc. Et qui a souvent une connotation négative dans le langage, j'ai envie de dire, souvent institutionnel, mais qui est là, au contraire, un renversement positif d'une structuration. Et puis, en même temps, cet espace, hein, je parlais de l'aspect diachronique, c'est-à-dire le rapport au temps et transversal. Là, on a parlé de l'aspect situationnel. C'est une culture qui est née en situation, mais elle ne vient pas de nulle part. Il y a aussi une histoire collective qui est récupérée, retravaillée. C'est l'histoire des traditions, ce qu'on appelle le patrimoine. Et le patrimoine, ce n'est pas que des vieux murs, ce n'est pas que des vieux châteaux forts, c'est aussi un patrimoine populaire, ce qu'on appelle aussi, ce que l'UNESCO appelle le patrimoine immatériel. Les cultures populaires, la culture ouvrière, c'est un patrimoine immatériel qui, pour moi, a autant de valeur qu'un musée classique en tout cas, qui a beaucoup plus de sens actuel, par exemple, que des vieilles pierres. Même si, en France, il y a une tradition institutionnelle qui a plutôt tendance à favoriser, qu'on parle de patrimoine, plutôt, justement, ce rapport-là très formel et aux espaces qui est lié, effectivement, à des vieilles pierres ou à des bâtiments, mais il y a tout ce patrimoine-là. Et en l'occurrence, pour la culture hip-hop, bah, il y a par exemple le muralisme. Le muralisme, c'est une histoire aussi vieille que l'humanité. La possibilité d'utiliser le mur comme support d'expression bien avant l'écriture, voilà. Et donc d'ailleurs, si on disparaît, si l'humanité disparaît suite à l'évolution écologique, bah, qu'est-ce qui restera? Bah, il restera peut-être effectivement ces traces-là sur nos murs. C'était le premier langage culturel. Pareil pour la danse, quand j'ai étudié la danse hip-hop, bah, tout le rapport au cercle, le rapport au sol, le jeu d'appel-réponse, c'est des figures traditionnelles, notamment dans la tradition africaine, qui est multimillénaire, quoi, et qu'on retrouve dans toutes les cultures populaires. C'est la nécessité, à un moment donné, d'avoir ce rapport-là à la terre, ce rapport-là au cercle, c'est-à-dire en fait comment échanger dans un groupe de manière équidistante, et l'appel-réponse, c'est-à-dire le fait de se construire dans un jeu, toujours, de construction. Et toute la culture hip-hop, même dans les pires conditions, puisqu'elle est née aussi aux conditions de l'esclavage de la culture noire nord-américaine, c'est-à-dire la pierre de domination, puisque l'esclavage, c'est considérer l'autre comme un objet qu'on peut vendre, qu'on peut déplacer, qu'on peut... même dans ces conditions-là, justement, c'est créé ces tiers espaces. Alors c'était pendant les champs de travail, c'était le soir dans les veillées, c'était le dimanche à l'église qui a donné lieu au gospel, puis à la soul, au blues, au jazz, etc. C'est justement dans ces interstices spécifiques, malgré une domination totalitaire, que s'est créé justement ces formes culturelles de résistance. Donc une manière de dire, parce qu'on parlait des conditions cet après-midi, tu le rappelais, très compliquées, par exemple, des conditions sociales, bah, même dans les pires conditions, on est encore loin, heureusement, de l'esclavage, des conditions de domination totalitaire, mais même dans les pires absences de liberté, il y a toujours possibilité de créer ces interstices-là, et c'est là, effectivement, que c'est la matrice d'une forme culturelle, et ce qu'on appelle aujourd'hui la sono mondiale est née bah, de ce tiers espace culturel. Et puis c'est né aussi d'une conscience de classe ou une conscience socio-ethnique, c'est-à-dire bah, justement qu'on est dans un rapport de domination et qu'il faut créer pour s'en sortir des logiques d'émancipation, c'est-à-dire sa propre grammaire culturelle, ne pas se laisser nommer par les autres. Ça c'est la première pas de l'émancipation. Or, vous avez, dès la naissance, vous êtes nommé déjà, on vous donne un nom, vous n'avez pas choisi, quoi. Et puis, vous passez votre temps à être nommé et vous passez votre vie à essayer de retrouver votre propre langage. Et c'est une manière, là aussi, de construire cette grammaire qui est propre. Et puis aussi ce qu'on peut appeler la créativité culturelle à travers des innovations technologiques ou autres. Par exemple, pour la culture hip-hop, ça a été l'arrivée du DJing, des sound systems, du breakbeat, un nouveau son à partir de la manipulation des disques. Il y a toujours quelque part aussi une dimension créative et innovatrice dans ces espaces. Donc vous voyez la conjonction, là autour du cercle, à la fois un contexte
situationnelle, une mémoire collective, une conscience sociopolitique et puis une innovation. Pour dire qu'effectivement, ces espaces répondent à un certain nombre de... Bon, ça c'est le bouquin que j'ai écrit sur la culture hip-hop. Et en même temps que je cheminais avec la culture hip-hop, j'étais moi directeur de publication d'une revue qui s'appelait Paroles et pratiques sociales, qui est une revue indépendante qui a duré une quinzaine d'années. C'est assez rare. Dans le champ social, et qui avait pour le but aussi de créer un espace de réflexivité pour les travailleurs sociaux, c'est-à-dire que vous n'êtes pas simplement des techniciens, des gens missionnés pour faire de la réparation sociale ou de l'insertion sociale, etc. Mais vous êtes capable de développer une production de savoir sur votre propre pratique. Et pour ça, il faut créer un espace. Là, le médium, c'est une revue, et l'écrit, mais qui est aussi des lieux de réunion, etc. Un peu comme cet après-midi, qu'on a une réunion avec l'équipe du lieu. Il faut créer des espaces spécifiques où cette réflexivité soit possible. Donc c'est un autre type de tiers-espace qui est plus orienté sur la production de savoir, mais qui relie une fonction aussi fondamentale pour moi des tiers-espaces, c'est justement de relier justice sociale et justice cognitive. Là je cite deux autres exemples aussi d'espaces réflexifs. C'est l'agence immédiat, j'étais pas mal dans la mouvance des années 80 par rapport à un antiracisme politique. Et l'agence immédiat, c'est une agence de médias issue des quartiers populaires qui dit on a marre de la manière dont les journalistes traitent les quartiers populaires, ça n'a pas changé en 40 ans. On a marre aussi de la manière dont on se fait étudier par des sociologues, des machins qui viennent sur nos quartiers nous interviewer. Donc on crée notre propre média et médium. Et ce n'était pas simplement pour témoigner de la vivacité de la culturelle de ces quartiers, mais aussi des formes de lutte. Et ça, c'est un enjeu fondamental, c'est réintroduire du récit dans les luttes. C'est-à-dire, vous remarquerez que c'est toujours les autres qui vont... tu disais tout à l'heure, quand tu disais tout le travail que vous avez fait autour de ce drame et la manière dont après il était interprété de l'extérieur, l'extérieur va toujours mettre des mots sur vos luttes, sur vos mobilisations. Donc c'est important de créer ses propres médiums pour nommer ces luttes. C'est pareil pour les gens, j'ai travaillé avec les gens qui travaillent dans les ZAD. Voilà, donc on va appeler éco-terroristes. Les gens qui travaillent sur l'analyse des coloniales à l'université, on va les appeler islamo-gauchistes. Vous voyez, donc le pouvoir va passer son temps à nommer. Et en général, ceux qui écrivent ces récits-là, c'est les dominants. Or, contrairement à ce que se disent certains faux historiens, très médiatiques, ce n'est pas les rois qui font les histoires, c'est les peuples. Mais les peuples, effectivement, ne créent pas leur propre récit, ou rarement. Donc comment inscrire du récit dans ces espaces-là, qui peut prendre différents médiums. Là, je citais par exemple deux médiums, qui est le journal et le média. Aujourd'hui, bon, c'était dans les années 80, il n'y avait pas Internet. Aujourd'hui, il y a d'autres médiums, évidemment, qu'on peut utiliser, qui est effectivement tout ce qui est lié à la culture numérique, qui offre aussi vraiment, et il y a toute une nouvelle génération qui s'approprie à travers YouTube, à travers d'autres formes de réseaux sociaux. Donc, je veux dire, c'est pas les médiums qui manquent. Et ce fait d'articuler justement justice sociale et justice cognitive. Justice sociale, c'est justement de dire, on ne peut pas à un moment donné prétendre à une parole si on n'est pas non plus reconnu comme être porteur de droit. Normalement, ça devrait être naturel, il y a marqué égalité, fraternité, machin truc sur nos mérites. Normalement, ça devrait être appliqué, mais on le sait, ça ne l'est pas dans la réalité. Donc, à un moment donné, on ne peut pas demander à des gens de produire le savoir si eux-mêmes sont confrontés à des formes de domination sociale et n'ont pas les moyens de reprendre une autorité sur leur propre vie. J'en parlerai tout à l'heure sur des groupes de parole, etc. Ça, c'est une fonction, qu'on soit jeune, qu'on soit parent, qu'on soit quel que soit notre statut social, on est souvent dépossédé de cette autorité, disqualifié, dépolitisé. C'est le cas, par exemple, on parle des émeutes urbaines, ça, on ne reprend pas la dimension politique. Et donc là, c'est lié, ça, cette dimension de justice sociale à la dimension de justice cognitive. Ce que veut dire justice cognitive, justement, ce droit d'accès au savoir, non seulement d'accéder au savoir, mais d'être reconnu dans sa production de savoir. D'être reconnu donc pour moi,
Les deux sont articulés, ce qui est ou ce qui devrait être aussi des fondamentaux finalement de l'éducation populaire. Hein. Je ne réinvente pas les choses, mais c'est important de les rappeler. Alors, durant mon parcours, alors c'est qu'à le dire, parce que c'est aussi une pratique qui s'appelle le parcours, avec un cas, j'ai déambulé avec des jeunes, parce que bon, ils sautent sur des murs, là je ne le fais plus, ça. Et c'est une forme de, comme dirait Georges Perret, que j'ai cité en introduction, d'aller d'espace en espace. Et alors là, c'est une manière, là aussi, d'explorer les autres interstices de la ville. Et donc, Perret, par exemple, écrit des bouquins en disant « je me pose sur un lieu et j'essaye de voir toutes les éventualités du lieu », ce qui est une manière de se réapproprier l'espace public. L'espace public, normalement, appartient à tout le monde. Il n'est pas réglementé. Il nous fait croire qu'on ne peut rien faire, normalement. Après, il y a une négociation. Évidemment, si vous faites de la musique à 4 h du matin, ça va gêner des gens, quoi. Donc, évidemment, il y a une négociation dans l'espace public, mais, par exemple, le parcours, c'est pas une pratique illégale. Alors après, il y a une négociation, parce que quand ils montent sur des balcons, les gens croient que c'est des voleurs, donc il y a une petite négociation pour dire qu'ils ne viennent pas voler des appartements, etc. Ou des fois, ils se font courser par la police, mais ils ont du mal, la police, quand même, à les rattraper. Et donc, voilà. Et donc là, il y a une négociation de l'espace que j'ai trouvé. On a créé un article, co-écrit avec ces acteurs, qui était publié d'ailleurs aussi dans une revue, dans plusieurs revues. C'est ça le principe, c'est-à-dire de partir de cette déambulation, qui reprend d'ailleurs une autre technique que je développe, qui est la cartographie sociale, c'est-à-dire de partir de la manière dont les gens parcourent les espaces et définissent leur espace. Voilà. Encore une manière, on nous fait croire que les espaces ne vous appartiennent pas. Bon. Le bâti, alors évidemment, on veut dire que c'est des murs fixes, mais eux prouvent par leur technique que les murs sont aussi souples, même si c'est du béton. Et donc ça renvoie à la question de qu'est-ce que c'est habiter? Qu'est-ce que c'est habiter le territoire? C'est pas simplement se loger, effectivement, mais c'est aussi développer des espaces. Alors là, c'est une autre définition du tiers-espace, parce que là, ils sont en fait dans des espaces intermédiaires. C'est des statuts mixtes, c'est-à-dire ils ne sont pas dans l'espace d'appartement, mais ça peut être aussi des espaces gérés par les bailleurs, donc semi-privés ou semi-publics. Donc ils jouent sur ces espaces-là, ils les négocient. Donc c'est une autre manière d'habiter, de dire, est-ce que d'ailleurs un des principes fondamentaux des formes populaires, des lieux populaires, c'est d'être dans l'espace public. Vous remarquerez qu'on va passer son temps après à vouloir les déloger de ces espaces publics. Donc ça, c'était aussi une autre aventure. Et une autre aventure aussi qu'on essaie de développer comme dispositif, c'est ce qu'on a appelé des journées interstices. C'est des espaces éphémères, et pendant une journée, là en l'occurrence c'est dans le 18e arrondissement à Paris, notamment à travers des jardins partagés, des friches urbaines. C'est une manière de dire là aussi que la ville est vivante, contrairement à ce qu'on dit, voilà. Comme vous le savez, pour Paris, il y avait tous les anciens murs de fortification qui étaient, une fois détruits la zone, c'est là qu'est né Django Reinhardt, c'est là qu'est né aussi les récupérateurs, vendeurs de rue, etc. Il y avait cette zone qui entourait Paris, qui était un foyer parallèle économique et culturel. Donc il y a toujours des interstices, il y a les friches culturelles, il y a les squats, etc. Et donc on faisait, nous, des balades dans ces interstices, et on provoquait, un peu comme ce soir, mais des rencontres, mais dans des lieux improbables. Donc il y avait des sociologues, il y avait des architectes, mais on ne savait pas d'ailleurs qui était qui, et c'était ça qui était intéressant. C'était une manière aussi de répartir autrement la parole, de casser un peu les logiques verticales de pouvoir. Et puis c'était aussi d'expérimenter ce qui est une autre fonction pour moi du tiers-espace, c'est de travailler sur 3 formes de mobilité. Mobilité spatiale, mais aussi mobilité mentale et mobilité sociale. L'hypothèse, c'est de dire que les 3 sont articulés. C'est-à-dire que si vous bougez dans l'espace, vous avez aussi un décalage qui se produit. C'est un peu l'objet des journées interstices, c'est de mettre pas en danger ou en rupture les gens, c'est pas violent, mais les bousculer un peu pour qu'ils réfléchissent autrement. Donc il y avait aussi un décalage mental, hein. C'est une autre manière aussi d'appréhender la réalité. C'est ce qu'on retrouve aussi dans les formes d'intervention des arts de la rue. Je parlais du graffiti, etc. C'est de provoquer ce décalage-là.
Et puis social, c'est de dire aussi, je disais justement, il y avait des gens de différents métiers, de différentes couches sociales qui se rencontraient et qui ne savaient pas finalement, enfin les repères habituels étaient aussi décalés. Et qu'est-ce qui se produisait justement pour créer cette diversité-là? Et donc c'est aussi, vous voyez que le tiers-espace est lié à une mobilité, c'est-à-dire qu'il crée une mobilité et se construit à travers ces mobilités-là. Et c'est aussi, par ces mobilités-là, aussi un lieu de diversité. Se rencontrent dans ce tiers-espace des gens différents qui ne seraient peut-être pas rencontrés ailleurs. Et j'ai envie de dire, plus il y a de tiers-espace sur un territoire, plus il y a une diversité, plus il y a une richesse. Plus les gens sont enfermés dans des logiques sectorielles, disciplinaires, culturelles, etc., moins effectivement il y a de richesse. C'est pour ça que les tiers-espaces interrogent les lieux, parce que les lieux construisent toujours des sas, même si c'est des sas invisibles. Quand vous rentrez dans un lieu, vous franchissez quand même une porte qui n'est pas simplement physique, mais qui est aussi sociale et culturelle. Des gens, moi j'essayais de travailler, je travaillais avec des grands pôles universitaires qui s'étaient implantés dans la banlieue nord de Paris, qui s'appelle le campus Condorcet, qui s'appelle la Maison des Sciences de l'Homme. Et c'est des petits châteaux forts en plein quartier populaire qui sont dans un entre-soi. J'essayais de travailler, bon j'ai pas réussi vraiment, mais à créer des tiers-espaces, c'est-à-dire des lieux d'intermédiation pour effectivement les gens du quartier osent franchir la porte. Après tout, l'université, le droit au savoir, elle est fait pour tous. Comme le musée, comme la culture. On ne devrait pas se poser la question, est-ce que j'ai le droit de rentrer, quoi, voilà. Et c'est l'institution qui crée ces barrières. Et puis les logiques de pouvoir qui se construisent autour de ces lieux. Attends, toi, t'es pas de la même caste que moi, quoi, voilà. Et donc le tiers-espace essaye de casser, justement, en créant cette circulation, pour que se crée de la diversité. Et la diversité, c'est une réponse aussi politique, puisque c'est aussi se crée des liens d'indépendance. On rejoint cette logique aussi de relations éducatives. On apprend de l'autre d'autant plus que, quelque part, il a un parcours différent. Que si on est uniquement avec le même, on est rassuré. Alors c'est un peu le problème des logiques des réseaux sociaux, c'est qu'on va chercher évidemment que des communautés qui pensent comme vous, rassurées par la même chose que vous. Le tiers-espace va créer justement cette complexité, mais qui est une autre manière aussi de dire, de se rapprocher du vivant. Le vivant est complexe. C'est nous qui l'avons simplifié. On l'a cultivé, on l'a maltraité souvent. On a tué les insectes, on a tué cette biodiversité. Mais au départ, cette diversité inhérente au vivant, et comment ce tiers-espace qui a une dimension sociale rejoint une autre dimension qui était définie par Gilles Clément, qui est le tiers-paysage. C'est-à-dire le lieu où se crée cette diversité. Avant qu'il y ait l'emprise humaine ou après qu'il y ait l'emprise humaine. C'est quelque chose qui n'est pas cultivé. C'est des zones souvent d'intersection entre le bois, la forêt, la prairie, ou entre la montagne et la vallée. Il y a comme ça des zones, donc des tiers-espaces, mais qui sont aussi des lieux qui échappent à l'emprise extractiviste, productiviste, technologique. Et c'est l'autre définition aussi des tiers-espaces, c'est aussi des lieux de déprise. C'est-à-dire où on échappe quelque part à une emprise qui est normative et qui est imposée par la logique institutionnelle ou la logique économique. Enfin voilà, donc après voilà, on a fait des réunions, il y a même une cartographie, là, la Goutte d'Or. Vous voyez, on peut avoir des nouvelles, des formes différentes cartographiées de ces espaces-là. La cartographie, c'est aussi un enjeu de pouvoir comme l'écriture. Qui cartographie? C'est l'institution. C'est l'institution qui va dire voilà ma vision du territoire. On ne consulte jamais la vision de ceux qui habitent le territoire. Et ce qui est souvent une autre vision, parce que le territoire est une construction sociale. C'est pas quelque chose de physique. C'est quelque chose qui joue sur les frontières, justement sur les lisières. Après, il y a des lisières naturelles, comme les montagnes, comme les fleuves, etc., qui peuvent définir les territoires, mais c'est aussi la façon d'habiter le territoire qui le construit. Cette cartographie-là, elle n'est jamais interrogée. Or, la manière dont on cartographie son territoire, c'est une manière aussi de prendre le pouvoir. C'est une manière de définir notre manière d'habiter, notre manière de circuler, etc. D'ailleurs, bon, certains, je ne me rappelle plus le terme exact, utilisent ça, c'est-à-dire par exemple pour définir les voies de circulation. Et, par exemple, quand il neige, on laisse des traces. Et donc, ils regardent les traces, et on s'aperçoit que les traces qu'on pointe le piéton n'est pas obligatoirement les traces, enfin les voies qu'a dessinées l'urbaniste. Le piéton va utiliser
des traces parallèles qui sont plus, pour lui, plus intéressantes, quoi. Donc comment redéfinir là aussi, par exemple, l'aménagement public à travers c'est une autre façon de concevoir le territoire. C'est un enjeu, donc c'est un enjeu politique, quoi. Bon, une autre forme de décalage que j'avais aussi étudié, là c'est le carnaval à Bordeaux. Alors là, il y a une coupure territoriale entre la rive droite et la rive gauche. Hein, il y a un fleuve qui le coupe, la rive droite étant populaire, et puis la rive gauche étant bourgeoise, et en plus liée à une tradition, on parlait d'esclavage, comme La Rochelle, etc., c'est des anciens ports esclavagistes. Donc c'est des villes qui ont fait leur richesse sur ce passé-là. Alors ce qui est intéressant dans le carnaval, c'était des gens qui venaient de Guadeloupe, c'est qu'ils traversaient la rive. Et ils étaient en habit d'esclaves en plus. Et ils venaient sur la rive gauche. Donc ça crée un petit choc culturel, et c'est ça qui est intéressant. C'est comment justement là aussi, on peut créer l'espace et dire, non, la rive gauche nous appartient aussi, quoi, voilà. Elle nous appartient doublement, parce qu'il y a aussi ce passé esclavagiste, et vous êtes fait votre argent, votre pouvoir sur nos dos, c'est qu'elle veut dire, sous notre domination. Et donc là, c'est des opérations, et j'appelais mon étude de l'autre côté de l'eau. L'autre côté de l'eau, c'est la manière dont les habitants définissaient l'autre rive. Donc il y avait l'autre côté de l'eau, quoi. Donc c'était une manière, là aussi, de redéfinir le territoire et de faire d'une frontière qui séparait une frontière qui relie. Voilà. Et donc, dire là aussi, c'est très actuel les frontières. Hein. Aujourd'hui, on passe son temps à construire des murs pour empêcher les migrants, etc., de venir. Évidemment, ça ne sert à rien, mais là, c'était une manière de dire, voilà, vous pouvez construire des murs, mais on arrive à les dépasser pour relier. Voilà, c'était aussi une autre expérience de tiers-espace que j'avais vécue. Là, c'est en pleine campagne, vous allez pas voir, c'est des notes de foin. C'est une opération culturelle qui cherchait à transformer les exploitations agricoles en lieux culturels. Et donc, et puis de relier culture rurale et culture urbaine. Donc il y avait par exemple des concerts de rap dans une chèvrerie, il y avait des lectures de contes dans une ferme, etc. C'était dans la région de Niort. Là, voilà. Et puis il y avait, voilà, là aussi on créait un lieu de rencontre là, avec des bottes de foin, avec une fausse maison qui s'ouvrait sur un espace. Et c'était une manière là aussi de dire, voilà, on peut créer cette faille spatio-temporaire aussi en plein milieu rural. On pourrait avoir travaillé aussi, par exemple dans le Limousin, sur le plateau des Mille Vaches. Voilà, c'est des espaces, en plus qui sont des traditions de lutte historiques, donc où se construit une diversité très, très intéressante à travers des formes de reliance, de coopératives. C'est une manière de dire, parce que souvent là, il y a des termes à la mode comme attractivité des territoires, qu'il y a une manière aussi de renverser cette dimension dite attractive, qui est souvent liée à des logiques économiques, de marchandisation de l'espace, de gentrification des quartiers populaires. Pour ce qui se passe aujourd'hui dans la grande métropole, Bordeaux, Marseille, tous les quartiers qui étaient des quartiers centre-ville populaires sont devenus... voilà. Et ce qui se passe dans la petite couronne de Paris aujourd'hui, avec le Grand Paris, les Jeux Olympiques. Donc c'est une manière de renverser cette notion d'attractivité des territoires. Souvent d'ailleurs les lieux sont aussi employés pour ça. On va faire des friches culturelles pour augmenter l'attractivité, et puis une fois que notre population arrive, on vire la friche. Donc là c'est une manière de dire, dans ces no man's land, dans ces ventres mous, on peut aussi créer une autre polarité, que moi j'appelle centralité populaire. C'est un peu une contre-attractivité. Il y avait un géographe avec qui aussi j'avais été en relation à Nantes, aussi ancienne ville esclavagiste, très gentrifiée, enfin tout le centre-ville maintenant, et qui avait fait aussi un livre qui s'appelle le contre-tourisme. Voilà. C'est une manière d'inverser la logique attractivité, parce qu'un peu comme Paris qui est devenue une ville-musée, qui est une ville faite pour les touristes. Non, il y a aussi des gens qui vivent sur ce territoire, et ils produisent de la culture, ils produisent une autre forme d'attractivité. Et donc il avait produit un livre à partir justement de ces tiers espaces et de la production culturelle des gens qui habitent. Il a parcouru la Seine de Nantes jusqu'à Saint-Nazaire. Et donc c'était une manière d'inverser aussi la logique touristique, qui est aujourd'hui quand même une logique ici marchande et commerciale, à travers justement ces contre-espaces.
Un autre exemple aussi de tiers espace, j'avais travaillé, on change de registre, quoique, avec les récupérateurs vendeurs de rue. Donc c'est des gens qui récupèrent dans les poubelles et qui revendent dans la rue, et qui créent donc leur marché populaire, mais qui sont aussi quelque part des marchés solidaires, puisque bon, ils vendent à des prix très bas des objets de seconde main qui sont achetés par des gens aussi pauvres, voire moins pauvres d'ailleurs, et qui sont utiles. Donc c'est à la fois écologique et en même temps c'est une économie populaire qui crée une économie qui vient du territoire, qui est redistribuée sur le territoire. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des formes collectives d'organisation que personne ne comprend. Là on construit des logiques technologiques pour aller sur Mars, mais on ne sait pas comment fonctionnent ces marchés populaires, comment ils se forment. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de dirigeant, il n'y a pas d'organisation. Et pourtant ça marche. Ça marche et sans qu'il y ait de violence. Parce que bon, dès qu'il y a de la violence, il y a une sorte d'autorégulation. Parce que l'intérêt, c'est qu'ils puissent vendre et avoir du public. Donc si par exemple il y a quelqu'un qui est un peu trop alcoolisé, il dit écoute mon vieux, voilà, décale-toi. Mais voilà, donc c'est une manière de répondre parce que dès qu'il y a une forme qui utilise ce tiers d'espace, il y a tout de suite une logique de pouvoir qui dit mais c'est des lieux d'instabilité, c'est des lieux sauvages, c'est des lieux d'insécurité. Et là aussi, c'est un peu comme l'attractivité. Comment renverser la proposition et dire non. C'est dans ces lieux-là, justement, où il y a plus de sécurité. Là où il n'y a pas de sécurité, c'est quand on veut vider l'espace public des gens. D'ailleurs, la SNCF, à un moment donné, il y avait aussi cette croyance dans cette nouvelle technologie, c'est de mettre des caméras de surveillance partout. Et là, ça s'amplifie. Maintenant, c'est biométrique. On est en train d'étudier les mouvements. Comme si c'est ça qui allait réguler les questions de sécurité. Et ils sont aperçus que non, c'est en mettant l'humain dans ces espaces-là qu'on crée de la sécurité et pas des caméras vidéo. Et donc la SNCF s'est mis à embaucher des personnes qu'ils ont appelées des médiateurs, etc., pour occuper justement cet espace. Et je dis ça parce que bon, j'étais encore à une réunion il y a une semaine dans le 18e, et là il y a une montée de boucliers contre ces... Parce qu'il y a une explosion évidemment avec la montée de la précarité. Alors ça peut être des personnes âgées, ça peut être des migrants, ça peut être des Roms, enfin il y a différentes populations qui se retrouvent sur les marchés. Et la seule réponse, évidemment, elle est sécuritaire, c'est-à-dire la répression policière pour évacuer ces espaces qui existaient d'ailleurs même avant que la France existe en tant que nation. Hein. Bon, les récupérateurs vendeurs existaient déjà au Moyen-Âge, et les Roms d'ailleurs existaient aussi déjà à cette époque-là. Voilà, et donc nous, on a essayé de développer des espaces de recherche-action autour de ces espaces-là. C'est pas nous qui créons les espaces, c'est eux qui existent. Et à partir de ces espaces-là, on essaye de produire une légitimité pour les acteurs qui l'occupent. Légitimité en termes de compétences. Alors même s'ils n'ont pas, par exemple, les récupérateurs-vendeurs ne sont pas des professionnels dans le sens, ils appartiennent à un corps de métier, pourtant ils ont un savoir-faire. Et ils récupèrent, ils réparent, ils rénovent les objets, ils les vendent. C'est un savoir-faire qui n'est pas validé. Il n'est pas validé parce qu'ils ne rentrent pas dans la logique sectorielle. Ce qu'on leur envoie, quand on ne les réprime pas, ces gens-là, on leur dit il faut vous insérer dans la société. Mais eux ne veulent pas rentrer dans le marché du salariat. Ils n'ont pas envie d'avoir un patron, ils n'ont pas envie de rentrer dans la logique sectorielle. Ils ont un métier, ils développent une économie. Ce qu'ils demandent, c'est qu'ils puissent faire finalement développer ces espaces. Donc les ateliers à Paris, ça s'appelle les BIFIN. On a fait des ateliers de recherche-action avec les BIFIN pour justement valoriser leurs compétences. On a fait même des colloques avec les BIFIN, vous voyez ici, là, à la Maison des Sciences de l'Homme, Paris-Nord. Ils n'ont jamais vu des récupérateurs vendus de rue. On a fait la même chose d'ailleurs aussi à Grenoble. Et ils étaient très inquiets d'ailleurs. Et ben non, ce n'est pas des gens qui mordent, c'est des gens qui ont le savoir, qui peuvent prendre le micro, comme je fais, et parler de leur expérience. Ben là, le monsieur là, c'était d'ailleurs un Rome qui travaille avec Laurent Hoth, avec le réseau pédagogie sociale, dans la banlieue sud, voilà, et qui était salarié, qui a travaillé pour cette association. Au milieu, c'est Patrick qui est dans la rue depuis 30 ans, et voilà, et qui vit de la récupération. Je l'ai encore eu au téléphone il y a encore 15 jours. La dame, elle a écrit un bouquin sur son expérience, voilà. Et la dame
qui a maintenant, doit avoir autour de 80 ans, elle était bifemme depuis l'âge de 15 ans. Donc ça peut être aussi un lieu de passage, mais là c'est aussi une manière de dire, c'est aussi une culture qui est ancrée. Donc c'était ça un peu le boulot, c'est de créer sur ces tiers espaces aussi des espaces de réflexivité, c'est-à-dire des espaces de production de savoir, de valorisation culturelle, pour à un moment donné, c'est ce qu'on espère, évidemment on est toujours déçus, faire changer le rapport aux institutions et le rapport aux politiques. Évidemment, il ne change pas parce que c'est beaucoup plus facile et rentable, comme aujourd'hui je crois, de faire descendre des cartes de CRS que de prendre en compte une complexité. Évidemment c'est complexe, c'est pas simple de travailler avec ces gens-là sur des espaces qu'on ne maîtrise pas de façon collective. Souvent les institutions ne savent pas faire, mais elles peuvent apprendre. Elles peuvent apprendre de ces gens-là. D'où l'idée de convoquer les chercheurs, etc., les urbanistes, les travailleurs sociaux, voire des artistes aussi, de travailler avec les récupérateurs de rue, pour qu'ils amènent leurs compétences et qu'ils trouvent des réponses en commun. Voilà. Mais souvent ça bloque, on se heurte. Et il faudrait en même temps qu'il y ait un changement aussi au niveau justement de la manière de concevoir les rapports au territoire, les rapports économiques, et ça aussi le politique est capable de le faire, c'est-à-dire considérer l'économie populaire comme une réponse politique et non comme un problème. Comme je dis souvent, la solution vous l'avez sur le terrain. C'est pas un problème, vous le considérez comme un problème, mais c'est eux qui vous apportent une réponse, considérez ça comme une solution. Mais effectivement, il s'agit de travailler autrement. Et travailler autrement, par exemple, à développer une économie populaire. Et là aussi, on ne réinvente pas les choses. C'est une économie de proximité, où il y avait des petits métiers, où il y avait des vendeurs de rue, où il y avait des services de proximité. Enfin voilà, en fait, réinventer une socialité de proximité et aussi une économie de proximité qui, à mon avis, permettrait de résoudre bien des problèmes, qui permettrait aussi aux jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui, par exemple, participaient, je pense aux jeunes migrants notamment, qui eux aussi sont pourchassés, d'être insérés de manière constructive et positive dans cette relation de socialité et économique. Donc, et ça coûte beaucoup moins cher que de payer des CRS qui en plus sont même pas du quartier, qui viennent de l'autre bout de la France, de créer des dispositifs d'insertion sociale qui coûtent très cher, qui touchent que personne au mieux, et qui ne résout pas le problème, et de trouver des réponses économiques. Et en même temps, on a essayé d'expérimenter des marchés solidaires, c'est-à-dire quelque part d'instituer ces tiers espaces, sans que ça devienne des institutions. Donc, et ce qui est assez symptomatique, c'est ça, il n'y a que les friches qui nous ont accueillis. Et pourquoi ? Parce que les friches sont des lieux où on peut négocier ces tiers espaces. Ça ne pose pas de problème, parce qu'eux-mêmes construisent leurs normes à partir des espaces. Mais aucun autre lieu nous a accueillis. Le problème des friches, c'est qu'elles sont détruites. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire même surtout si elles fonctionnent, elles ne sont pas considérées comme un outil de développement territorial, d'aménagement du territoire. Et là, par exemple, cette friche-là, à Aubervilliers, a été détruite et va servir dans le Grand Paris là, à des nouveaux logements et ce qu'ils appellent une reconquête du territoire. Voilà. Et on a essayé vraiment, par exemple, avec la mairie d'Aubervilliers, de négocier, qui était communiste et après qui est tombé à droite, mais ça n'a rien changé. Dans les deux cas, ils ne voulaient pas de ces marchés populaires sur leur territoire, alors qu'il y a une population populaire. Et c'est un peu ça l'idée de la recherche-action. Bon, le schéma peut paraître un peu complexe, mais en fait, c'est de réinverser la logique technicienne, qui en général, c'est la logique par exemple de développement urbanistique, qui part de la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'offre, la maîtrise d'usage, de partir de la maîtrise d'usage, la manière dont les gens occupent l'espace, et ensuite de convoquer les techniciens, et ensuite de convoquer le politique pour trouver une réponse à cela, à travers des ateliers de recherche-action et des ateliers de formation-action, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire de faire reconnaître des compétences, par exemple comme agent de développement local, pour faire reconnaître le récupérateur vendeur. Mais ça, on n'a pas... et donc, il y a une sorte de contrat politique ou de contrat citoyen qui soit développé en réponse
à cette maîtrise d'usage, qui est une sorte de convention sur la manière dont on utilise notamment l'espace public. Bon, évidemment, ce schéma-là, on a eu pas vraiment la possibilité de l'appliquer dans ce sens-là. On a expérimenté, on a prouvé que ça marche, mais à un moment donné, il faut que l'expérimentation rentre dans des logiques pérennes, soit intégrée dans un financement de droit commun, soit intégrée dans les politiques locales. Et c'est là souvent que ça coince, même si on a prouvé que ça marchait. Et que c'était, j'ai envie de dire, profitable pour tout le monde. Bon, ce schéma-là, on va peut-être passer. Bon, ça, on revient en arrière, mais c'est effectivement... donc là, c'est une définition que j'ai donnée un peu liée justement à ces différentes expérimentations des tiers espaces de la recherche-action. Tu me dirais, moi, j'ai pas du tout maîtrise du temps. Ça va. Donc, c'est pas parce que c'est des tiers espaces qu'on ne peut pas les évaluer, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas répondre à des conditions qui sont pas contrôlables, mais qui rentrent dans un schéma de compréhension dans des logiques de développement. Donc moi je posais au moins 4 conditions à cet espace. Alors, effectivement, un lieu d'accueil inconditionnel. On disait tout à l'heure que c'est un lieu d'accueil d'une diversité qui est contraire à la logique technicienne. La logique technicienne, par exemple, va vous demander de partir d'une logique de projet, de prouver à l'avance qu'il y a un projet qui se construit pour ensuite évaluer. Et là, c'est justement partir de la logique inverse, c'est partir du processus pour ensuite dire ok, le projet est au service de ce processus et ne pas se laisser justement soumettre à la logique technicienne de projet. Éviter justement les sas, passer du lieu au milieu, c'est-à-dire prendre le milieu socioculturel comme un lieu de ressources et de développement. La deuxième condition, c'est le croisement des savoirs. Je le disais tout à l'heure, c'est comment aménager, mettre tous les savoirs dans un pot commun, dans une interdépendance, que ce soit le savoir expérientiel, par exemple d'un habitant, d'un parent, d'un militant, le savoir technicien d'un corps de métier, que ça peut être un travailleur social, ça peut être un architecte, etc. Et le savoir de recherche, c'est celui qui va, à partir de ces expériences-là, essayer de définir des outils communs, des méthodologies, des perspectives de production de savoir qui soient diffusables et partageables. Comment ces savoirs-là se croisent. Vous remarquerez que c'est pas si courant où ces croisements de savoir puissent s'effectuer. Et quand ils s'effectuent rarement dans une logique égalitaire. Ce qu'on appelle par exemple recherche participative, c'est rarement égalitaire. On convoque des habitants dans des lieux de concertation, c'est rarement égalitaire. Certes, ils peuvent donner leur avis, mais ils n'ont aucun pouvoir sur le processus. C'est la manière dont ils produisent le savoir et la manière dont ils utilisent le savoir pour ensuite valider, légitimer des dispositifs. Du coup, après, on s'étonne qu'ils ne participent pas. Ben oui, ils n'ont pas perdre leur temps dans des logiques, effectivement, sur lesquelles ils n'ont pas prise. L'auto-missionnement ou l'auto-saisissement, c'est revendiquer un droit à l'expérimentation, c'est de dire qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait justement une institution vienne vous voir en disant... Parce que quand ils viennent vous voir, c'est souvent le problème de l'institution. Moi, je suis souvent interpellé justement sur les logiques participatives en disant on ne comprend pas, on veut que les gens participent et on n'arrive pas à les faire participer, quoi. Mais ça, c'est pas le problème justement des gens, de participer à des logiques institutionnelles. Donc comment renverser, dire vous, en tant que simple habitant, vous pouvez vous saisir d'une question publique, par exemple une question d'aménagement du territoire, et de vous missionner, de créer vos propres outils d'études, je vais y revenir dans un instant, de produire un savoir, d'être force de proposition, de contre-proposition, d'être reconnu comme ayant une expertise. Par exemple, c'est le cas des ZAD. Les ZAD construisent une contre-expertise par rapport à une logique de développement qu'ils jugent complètement incohérente. J'avais fait des interviews à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Il y a des compétences différentes, mais qui émergent pour produire un contre-savoir. Et donc, ils sont auto-saisis, sans demander l'autorisation, pour se missionner sur
une alternative de développement, une forme de développement différente. Et la formation action, la rejoint d'ailleurs toute la logique de la formation permanente de l'éducation populaire, c'est en même temps, ce sont des lieux, des lieux de formation, d'auto-formation réciproque, à travers ce partage d'expérience, mais aussi, comme je le disais, d'expertise. Toute la difficulté est comment pouvoir négocier ces espaces, comment chacun, là où il est, peut négocier ces espaces quand il est par exemple dans une structure. Alors là c'est plus facile parce qu'il y a déjà, j'en dire, cet espace de réflexivité, c'est super, mais bien souvent dans les structures, quelles qu'elles soient d'ailleurs, il n'y a pas ces espaces de réflexivité et de formation-action. Ce serait bien, même dans les lieux, les institutions les plus improbables, je pense à la police, il faudrait qu'il y ait ces formations-action qui éviteraient qui résoudrait bien des problèmes et qui éviterait bien les émeutes urbaines s'il y avait vraiment cette espèce de réflexivité interne à l'institution. Mais c'est pareil, par exemple, il y a des nouvelles générations d'architectes qui en ont marre justement de rentrer dans les logiques urbanistiques classiques et qui réfléchissent justement à partir des espaces, ils créent des expérimentations avec les habitants autour de la pratique d'usage. Comme des espaces temporaires, comme un contre-mobilier urbain, des espaces qui sont aménagés à partir de la demande, des habitants. Ça, je cite ces deux exemples que vous avez été chargés, c'est des ouvrages collectifs que j'ai coordonnés, qui relatent justement un peu ces expériences. Donc, au cahier de l'action de l'INGEP, vous tapez cahier de l'action de l'INGEP et Bazin, vous pouvez tomber sur ces ouvrages, et qui parlent justement d'une pratique des espaces, et comment justement une réflexivité, une production de savoir, des expérimentations nées de ces espaces. Bon, là je vais peut-être passer, mais bon, c'est aussi une manière de dire, enfin je vais passer rapidement, sans entrer dans les détails, c'est de dire aussi, la recherche-action-espace, c'est une culture hacker, c'est-à-dire que c'est un contre-savoir universitaire. L'université, c'est construit et validé sur des champs disciplinaires. Voilà, donc, vous faites des études en sociologie, en économie, en psychologie sociale, etc. Et la recherche-action, elle est indisciplinée, au sens propre du terme. Elle échappe à ces logiques disciplinaires, donc aussi n'est pas validée par le champ universitaire. C'est le problème, c'est que le champ universitaire ne reconnaît pas la recherche-action comme une production de savoir scientifique, et pourtant, enfin pour moi, elle l'est totalement, comme production de savoir. Et donc elle va hacker, elle va prendre, en fait, moi, en tout cas c'est mon parcours, dans le champ universitaire, académique, parce que c'est finalement à ça qui sert, des éléments qui nous intéressent, pour ensuite faire sa propre culture, un peu comme les acteurs hip-hop que j'ai présentés au début, qui ont fait leur bricolage culturel à partir de différentes cultures. Et ben, le savoir, on peut aussi le hacker, et il n'appartient pas qu'au champ universitaire, pour construire aussi sa production de savoir, et donc utiliser les outils qu'on va ensuite redévelopper dans les démarches de recherche-action. Alors, là c'est un schéma aussi qui paraît complexe, mais bon, c'est donc une recherche-action que je viens de terminer dans une ville et des quartiers populaires dans la banlieue parisienne, dans le 78, et qui essaye justement de mettre en pratique justement cette dimension de tiers espace, en partant donc des configurations existantes sur le territoire. Donc il y avait une préconfiguration de centre social, donc là aussi un champ de rencontre de compétences. Il y avait des intervenants socio-éducatifs, donc là on est dans la logique socio-professionnelle. Et puis il y a des parcours d'expérience, des paroles d'habitants. Donc moi mon principal boulot, j'ai fait un travail assez classique d'entretien avec ce groupe-là, c'est-à-dire mettre en valeur leurs demandes, et ce qui est ressenti, c'est justement de travailler, sortir des logiques sectorielles, et puis créer un espace de parole avec les habitants, pour s'approprier les outils dont je vous ai parlé, l'enquête sociale, la géographie sociale, des ateliers de recherche-action, de créer une production de savoir, à partir des espaces d'intermédiation. Alors, il en existe dans tous les milieux, dans le milieu professionnel, dans le milieu familial, le milieu social, le milieu scolaire, le milieu territorial. Bon, là, principalement, mon travail, c'est axé sur le milieu territorial.
J'ai essayé, parce que c'était financé par la Cité éducative, de travailler sur le milieu scolaire. C'est très compliqué de créer des tiers espaces dans l'éducation nationale. Voilà. Mais, et là, bon, milieu, dans la jonction un peu milieu social, milieu territorial, milieu professionnel, il y a eu un début sur la question d'économie de proximité, de voir quel tiers espace on pouvait développer. Et donc, créer donc un collège d'acteurs-chercheurs, des cycles de formation-action sur les problématiques qu'ils ont développées, pour développer des expérimentations et partager un savoir. Alors concrètement, voilà, donc c'est un espace en bas d'un immeuble qu'on a ouvert, qui est devenu un espace d'appropriation des habitants, dans lequel on a fait des ateliers, et notamment un groupe de parole avec les habitants. Et de ces groupes de parole s'est dégagé un certain nombre de problématiques autour de l'économie, autour de la culture, autour de la scolarité, autour de la vie de quartier, du développement local, autour de l'aménagement du territoire. Donc l'idée c'était aussi de s'approprier, entre autres le médium de l'écriture. On a créé aussi un site internet où il publie les écrits, où chaque personne du groupe de parole se présentait son parcours, pour une manière de dire, de faire reconnaître cette production de savoir, des parcours d'expérience, et comment finalement ces problématiques pouvaient ensuite interpeller les professionnels et les institutions. En même temps, on a développé un travail de cartographie sociale, donc de prise en photo du territoire qui pouvait légender. Donc c'est une manière, là aussi, comme je disais tout à l'heure, de mettre une autre visibilité territoriale. Et à partir de ça, d'étudier des configurations comme là, au bas d'un immeuble, voir comment on pouvait... Là, c'est un représentant, je crois, d'Emmaüs. Il y avait plusieurs gestionnaires sur le territoire, de bailleurs sociaux. C'est comment? Parce que c'est des espaces intermédiaires qui appartiennent aux bailleurs. Donc comment négocier un jardin partagé. Donc voilà. Et à travers ces outils-là et cette production de savoir, on a fait une restitution dans la salle du conseil de la mairie, en présence de la préfecture, de l'éducation nationale, de la municipalité, et avec les parents. Donc ce qui est intéressant, c'est que les parents, bon, moi je fais un peu de médiateur, mais on connaissait le schéma là, des problématiques qu'on a exposées. Et donc là, on renversait la proposition, parce que tous ces gens-là, en fait, me demandaient, on ne comprend pas que des gens participent pas. Et là, on a créé un espace où ce sont les habitants qui ont convoqué les acteurs sociaux, les techniciens et les politiques à participer sur leurs problématiques. Donc on renversait la proposition. Donc c'est ça aussi l'intérêt de la logique de tiers-espace, c'est renverser justement la logique participative. Voilà. Bon, voilà, c'est un exemple, et bon, donc d'où est né un certain nombre de préconisations qui risquent, hélas, d'être enterrées, parce qu'il n'y a pas obligatoirement la volonté politique de les appliquer, mais justement de créer des tiers espaces sur le territoire, en partant du constat qu'il y a l'absence de croisement sur le territoire, créer effectivement des intermédiations, construire des dispositifs sous forme de tiers-lieux, et valoriser un territoire apprenant. Donc partir d'une problématique, d'un problème, le transformer en problématique, c'est en question publique, l'expérimenter, et ensuite le diffuser pour que ça profite à tout le monde. Donc là, c'était pour le tiers-espace, pareil pour la formation-action, partir de la problématique, c'est-à-dire la logique sectorielle technicienne qui empêchait les professionnels de travailler ensemble, créer un lieu de transversalité, de réflexivité, monter comme réponse un cycle de formation-action, et développer, redistribuer ce savoir sous forme d'expérimentation, de production, de support de diffusion de savoir, etc. Voilà, pareil par rapport à la relation éducative, partir du conception de participation pour aborder une approche systémique et développer, là je ne vais pas vous l'apprendre, une démarche de pédagogie sociale, partir de la médiation culturelle, de forme collaborative, etc. De réflexivité, pour justement interroger le projet éducatif
et donc créer en fait ces espaces d'intermédiation, parce que c'est aussi une demande d'éducation, enfin de certains profs, d'avoir un autre rapport aux parents, donc d'être invités dans des espaces intermédiaires où ils puissent avoir une autre relation et poser une autre question, enfin un autre rapport par rapport au projet éducatif, que ce soit au sein de l'école ou en dehors de l'école. Il reste plus que 2 minutes. Et je vais instituer dans le rapport école du commun et commun de l'école, c'est-à-dire comment l'école peut intégrer la société et comment la société peut faire l'école, ce qui est une manière de sortir toujours la même question, pourquoi les parents participent pas à l'école, etc. Enfin bon. Et pourquoi ceci, pourquoi voilà. Pourquoi c'est les mêmes qui participent, enfin voilà, toujours les mêmes questions que porte l'institution. Bon voilà, j'ai terminé, après c'est des schémas, mais là, c'était. Enfin comment on peut traduire ça en termes de dispositifs, ça j'ai intervenu pour une commune près d'Angers qui voulait développer un projet culturel territorial. Et j'aurais dit, il y a les 3 pôles, culture vivante, culture transmise, culture symbolique, et alors, une manière, là aussi, j'ai pas insisté sur le fait, justement, du tiers-espace, c'est de sortir la logique binaire. Vous regardez d'ailleurs, toutes les formes de dispositifs techniciens sont plutôt sur la logique binaire. Par exemple, on va opposer démocratie culturelle et démocratisation culturelle. Démocratie culturelle, c'est ce qui émerge justement de la culture populaire et de la diversité culturelle. Et la démocratisation culturelle, c'est la manière d'accéder aux lieux de la culture, dite académique, officielle, etc. On s'aperçoit que ça ne marche pas, c'est toujours les mêmes personnes qui viennent. Et ça, c'est souvent, dans le langage politique, synonyme de communautarisme. Voilà. Donc, pourquoi? Et donc, on peut rester 150 ans sur ce débat-là, parce qu'on est dans une logique binaire. Donc, l'idée de tiers-espace, c'est justement de sortir de cette logique binaire, et on pourrait prendre les autres, relativisme, universalisme. Alors là, c'est plein de débats sur la réflexion, on en parlait tout à l'heure, décoloniale, réflexion sur la mémoire, etc. Et alors, certains universalistes vont accuser les relativistes de wokisme, voilà, et puis les relativistes vont accuser les universalistes de néocolonialisme, etc., parce qu'ils imposent leur culture. Là aussi, c'est un débat perpétuel. Voilà. Et à un moment donné, quand on a réintroduit, on est sorti de ce schéma binaire, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a amené de la complexité, réfléchir sur des dispositifs qui puissent répondre à ces questions-là. Bon, je ne sais pas ce qu'on a fait la municipalité après, mais il y avait le maire, ce qui était intéressant, donc il était intéressé. Je ne sais pas après ce qu'on a fait de ça. Voilà, j'ai terminé. C'est un peu un résumé du tiers-espace. Et ce qu'on a abordé, cette notion d'espace intermédiaire d'existence, de travail de la culture, d'espace réflexif. Je n'ai pas trop abordé, en fait, qui est pour moi la résultante des 3. Vous remarquez qu'on est toujours dans la logique binaire, on réfléchit par 3. Ce que j'appelle centralité populaire, c'est-à-dire qui pour moi est une réponse politique du tiers-espace, ce qu'on appelait d'ailleurs à notre époque le tiers-état. Voilà, école populaire, on a parlé de l'économie populaire, on a parlé un peu du développement, etc. Comment recréer ces centralités populaires, qui sont des lieux de formation, d'expérimentation et de développement local, à travers ces 3 pôles, les espaces réflexifs, les espaces d'intermédiation et puis le travail de la culture. Voilà. C'est un peu ce qu'on a abordé, qui est un peu pour moi le schéma du tiers-espace. Ouais, je crois que j'ai pas trop oublié de choses. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, l'idée, il nous reste une petite heure pour échanger ensemble autour de tout ce qui a été évoqué. La parole est très libre. Du coup, ces moments-là, en plus, on est en petit groupe, donc on peut largement prendre une bonne heure pour échanger.
Alors ça peut être sous forme de questions, sous forme de compléments, sous forme de contradictions. Hein. Tout est possible. La parole est disponible. Le micro aussi, je crois. Ouais, s'il y a le micro, si vous voulez utiliser un micro. 1, 2, 3. Je ne vais pas prendre le micro, non. Excusez-moi d'être arrivé en retard, mais on avait une présentation de notre école d'avoir des travaux, donc du coup, voilà, j'étais un peu en retard, j'ai raté un truc au début. Par rapport au côté éducatif, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce que vous appelleriez des tiers espaces éducatifs? C'est ce que j'ai montré à travers. Comme j'ai dit, moi, éducatif, c'est une manière de. Selon la démarche de la pédagogie sociale, d'une part de faire école du commun et commun de l'école, c'est-à-dire effectivement comment dire, dépasser la séparation des mondes sociaux entre l'univers de la scolarité et l'univers de la parentalité déjà, donc qui s'opposent, qui des fois ne se comprend pas. Alors en fait, je vous pose cette question parce que moi je travaille dans un dispositif de fonds de 3 ans, qui est une classe particulière. On accueille des enfants nés, qui ont dès leurs 2 ans, entre septembre et décembre en fait. Et l'objectif, c'est justement des dispositifs qui ont été créés pour justement créer du lien entre l'école et la parentalité et un accompagnement à la parentalité. Et dans ce cadre-là, du coup, nous sommes 3 dispositifs sur le secteur. Et mes collègues et moi travaillons beaucoup justement en partenariat avec la Maison Phare et avec d'autres partenaires pour essayer de sortir justement de ces lieux-là. Et c'est pour ça que je suis venue ce soir, c'est que je ne connaissais pas en fait ces fonctions de tiers espace. Et ça m'a interpellée parce que je me suis dit c'est un petit peu ce qu'on fait en collaboration en fin de compte. Enfin, voilà. Je sais pas. Oui, après, encore une fois, comme j'explique, tiers espace n'est pas un dispositif. Il peut ensuite le support de dispositif, mais il n'est pas en soi un dispositif. S'il était un dispositif, ça veut dire qu'il y a une sorte de baguette magique qu'on a trouvé. Le dispositif clé pour résoudre les problèmes, ce qui est évidemment... Alors nous n'avons de dispositif que le nom. Hein. Pardon ? Nous n'avons de dispositif que le nom. Il crée les conditions pour que les gens s'outillent pour ensuite développer leur propre expérimentation et dispositifs, et que ces dispositifs justement ne viennent pas d'institutions, souvent ça tombe à côté de la plaque, mais viennent bien effectivement de ces situations collectives. Le problème, c'est comment pérenniser ces dispositifs. Moi, quand je vais dans les écoles, pour l'expérience dont je parlais tout à l'heure, pour dire est-ce que vous êtes prêts à investir dans un espace intermédiaire, tout de suite on dit mais oui, mais nous, on n'est pas payé pour ça, ou on n'a pas le temps, on n'est pas. Voilà. Tout de suite on se rend compte que c'est très difficile. Ça reste à la marge. Voilà, et on ne peut pas uniquement se baser sur le volontariat. Pourtant, ça devrait, plutôt que payer des habits ou une station universitaire qui va coûter des militaires, enfin le service. C'est nul. Voilà, qui va coûter des milliards. Si on pourrait utiliser ces milliards-là, ce serait intéressant pour développer ce genre d'expérimentation. Et en plus, ça coûterait beaucoup moins cher, je trouve, comme réponse éducative. Mais sinon, oui, le proviseur du lycée va dire oui, c'est bien gentil, mais moi, je ne peux pas dégager l'argent pour l'expérimentation. Parce que moi, j'explique qu'il faut que ça se passe entre l'école et le territoire, donc il faut créer des lieux intermédiaires. Mais moi, j'ai prouvé que ça marchait. Je l'ai prouvé parce que je suis un électron libre et je ne rends des comptes à personne. Après, si ni l'éducation nationale, ni la municipalité, ni la préfecture ne relaient, c'est un peu le problème souvent dans ce pays. C'est qu'on peut montrer en exemple des expérimentations, parce que ça fait bien dans le tableau final du rapport qu'on va rendre, mais on ne peut pas aller au-delà. Et donc, c'est un peu la fragilité des tiers espaces, il doit pouvoir à un moment donné aussi s'appuyer sur un rapport social, qui est un rapport aussi de force, quelque part, de négociation. Mais il n'y a pas de syndicat des tiers espaces. Donc, comme ça ne correspond pas non plus à un statut professionnel, sur quoi, effectivement, donc il faut trouver des stratégies collectives de mobilisation des acteurs qui, pour arriver, moi, c'est ma stratégie à moi, de créer des tiers espaces là où ils sont. C'est-à-dire créer des tiers espaces dans l'éducation nationale,
dans le quartier, dans toutes les institutions, et pas simplement dans la rue ou dans des... Vous voyez, pour que ces institutions bougent. Mais ça, c'est un travail de longue haleine, quoi, pour arriver à faire bouger ces choses. Merci. Il y a d'autres questions, d'autres interventions. On a vraiment le temps. Merci déjà pour votre intervention. Vous avez, on arrive assez facilement, enfin bien à voir les formes que peuvent prendre les tiers d'espace dans le milieu urbain. Et vous avez montré aussi peut-être au moins un exemple de forme que ça pourrait prendre en milieu rural, mais est-ce qu'il y a des spécificités des tiers d'espace en milieu rural qui auraient pas en milieu urbain, et quelle forme ça peut prendre? Là où il y a une spécificité, c'est pas au niveau de la nature des tiers d'espace, parce qu'encore une fois, les tiers d'espace sont conçus sur des processus. Donc j'ai envie de dire... les tiers d'espace se construisent sur des processus, mais quand je travaillais dans le Limousin, dans des zones justement non attractives, c'est plus facile d'une certaine manière, justement, parce qu'on n'a pas la pression de ces projets territoriaux très lourds ou, qui bouchent, qui ferment les espaces, quoi, voilà. Comme ce qui se passe aujourd'hui à Paris, dans la proche banlieue, dans les grandes métropoles régionales. Donc dans les lieux de déprise, voire même d'écroulement, moi c'est pareil des friches. Les friches, c'est les anciens bastions industriels. Donc dans ces lieux d'écroulement, c'est plus facile évidemment de créer des tiers espaces parce que c'est des lieux de déprise où l'institution, en tout cas temporairement, n'a pas prise, quoi. En tout cas, il y a le pouvoir, mais c'est souvent temporaire, quoi. Donc moi j'ai plutôt tendance à dire, oui, c'est presque plus facile de développer ce genre de tiers-espace en milieu rural qu'en milieu urbain, quelque part. Enfin, ça pourrait l'être. Après, il y a d'autres questions qui se posent, qui est la question par exemple, de la mobilité en milieu rural, notamment pour les jeunes, enfin, d'autres questions qui peuvent compliquer aussi cette mobilité, ça dépend des territoires. Oui, vous disiez juste à l'instant là que dans ces milieux-là, et peut-être dans d'autres, ces tiers-espaces étaient temporaires, mais est-ce qu'un tiers-espace n'est pas temporaire de fait? Oui, il est temporaire de nature, mais ça ne veut pas dire qu'il est précaire, c'est-à-dire que c'est plutôt comme un mouvement de va-et-vient, si je devais comparer, je ne sais pas, comme le ressac de la mer, elle va remplir l'espace, va se retirer, elle va revenir, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'un espace qui se libère, c'est un autre espace qui se remplit, etc. Donc c'est un peu comme l'éruption, je citais tout à l'heure, aussi l'exemple des gilets jaunes, quoi. Bon, à la fois c'était les ronds-points, c'était des espaces temporaires, mais qui ont été vraiment des lieux de structuration d'un mouvement. Voilà, donc le fait qu'il soit temporaire n'oblitère pas le fait qu'il puisse être des éléments structurants. Alors souvent, l'institution réfléchit en dur, c'est-à-dire pour que ça soit structurant, il faut que ce soit des lieux, 4 murs, voilà, avec un dispositif, etc. Et ce que prouvent toutes ces expériences-là, c'est les lieux qui sont plus des référentiels pour les gens, c'est au contraire d'autres lieux, d'autres espaces qui ont été structurants dans leur parcours de vie, mais qui effectivement n'ont pas trouvé à un moment donné leur traduction politique. Et ça, c'est le boulot aussi de ceux qui travaillent avec ces tiers d'espace, d'amener le politique, les institutions à avoir une autre vision, un autre décodeur, d'autres lunettes, d'autres... C'est comme les observatoires, vous savez, bon, c'est toujours sourire, on va créer un observatoire de ceci, de cela. Les observatoires ne voient que ce à quoi ils sont programmés, quoi. Ils ne voient pas ces espaces. Donc on va faire un observatoire des lieux culturels, on va faire un observatoire de ceci, de cela, quoi. Donc là, c'est une manière de changer de regard, de observer autrement, quoi. Après, tous les tiers espaces n'ont pas observement envie, ou c'est pas leur nature d'être visible. Ça fait pas. Enfin, c'est important aussi qu'il y ait une fonction aussi qui reste justement dans la déprise, qui ne sont pas sur la prise institutionnelle. Il y a une fonction très rapide aussi de récupération. C'est les tiers-lieux. Hein? C'est les tiers-lieux. Notamment les tiers-lieux, effectivement, enfin, une certaine, c'est pas le tiers-lieu en tant que dispositif, mais c'est une certaine classe que moi j'appellerais classe créative, les makers et tout ça, qui ont
dans une logique économique qui est souvent d'ailleurs assez libérale, hein, qui n'est pas transformatrice, etc. On dit, bah oui, il y a une possibilité de créer une transformation sur le territoire. L'idée, d'ailleurs, au départ, est intéressante. Hein. C'est né aussi de la culture hacker, la culture numérique, les Fab Labs aussi, de ne pas faire des prototypes sans passer par la logique industrielle. Tout ça, c'est des processus que je trouve intéressants. Après, c'est par qui c'est approprié et à quoi ça sert. Voilà. Et donc, c'est ça la question. Ça revient toujours à la question, c'est comment recréer des centralités populaires. Alors, je pense qu'il y a des tiers-lieux qui sont des centralités populaires, puis d'autres qui n'ont rien à voir, qui sont à des années-lumière de ça, quoi. Pareil pour les lieux, hein, lieux d'éducation populaire, où il y en a qui font plus beaucoup, enfin, tout ce qu'on a dit, quoi, voilà. Puis d'autres, au contraire, qui sont vraiment dans une éducation populaire politique. Donc c'est pas le lieu qui fait le processus, quoi. Mais il faut d'autres critères, là aussi, de visibilité, quoi. Ça veut dire aussi d'autres critères d'évaluation. Voilà. Parce que souvent, les lieux sont des labels. Tiers lieux sont devenus des labels, à leur cours défendant, je pense, pour une partie. Les scènes des musiques actuelles, c'est des labels. Label, ça veut dire cahier des charges, ça veut dire dispositif d'évaluation, on prend des choses assez lourdes. Ça devient très compliqué ensuite de créer des espaces interstitiels là-dedans. Hein. Surtout après, quand les gens sont salariés, ils font leur boulot, un peu comme les profs. Hein, ils disent, bon, moi, j'ai fait mon boulot, là, il est 18h, là, c'est bon, hein, t'es gentil avec tes tiers espaces, mais j'ai d'autres choses à faire. C'est une drôle de façon de voir les profs, quand même. Hein. Pardon ? C'est une drôle de façon de voir les profs. C'est pas une critique des profs en soi, hein, mais parce qu'eux-mêmes sont tributaires de l'institution, ils en souffrent. Hein. Moi, quand j'ai interrogé, j'ai fait des entretiens avec les profs, c'est la première chose qu'ils me disent. Hein, donc, moi, je leur dis, comment travailler sur votre institution? C'est pas le métier hein, auquel je renvoie, mais c'est l'institution et l'éducation nationale. Donc, c'est comment la faire bouger, quoi. Peut-être sur la question du rapport au travail. On en parlait un petit peu entre midi et deux. Comment le rapport au travail, dans le sens salariat, emploi, syndicat, se traduit par exemple dans les tiers-lieux, dans les tiers-espaces, pardon, lapsus. Voilà, notamment sur le statut d'auto-entrepreneuriat, le statut, voilà, la précarisation du travail, enfin voilà, tout ce qui lie sur ces questions-là. Je crois que c'est possible, à partir du moment où on commence à pouvoir créer des centralités populaires, c'est-à-dire des lieux, on peut d'une part s'extraire un type de rapport au travail pour réfléchir sur ce rapport au travail, quoi. Très difficile on parlait d'éducation nationale, mais c'est pareil pour n'importe quelle profession, dans n'importe quel lieu et institution. Ils sont prêts dans un rapport au travail. Bon, c'est le principe du salariat, hein, c'est un rapport dominé. Hein, après, ça peut être plus cool ou moins cool sur les institutions, mais c'est quand même un rapport d'assujettissement. Donc, je travaille beaucoup avec les travailleurs sociaux, c'est la même chose. Hein. C'est pas contre les travailleurs sociaux que je dis ça, mais à quel moment ils peuvent négocier et réfléchir sur un autre rapport au travail s'ils ne peuvent pas créer ces tiers espaces dans leur cadre de travail. Et donc, c'est ça qui est compliqué. C'est pour moi la fonction des centralités populaires, qui étaient les maisons du peuple, les bourses du travail, qui étaient des lieux de regroupement, justement, où on pouvait réfléchir sur son rapport au travail. Et là, c'est je pense, quelque chose d'assez important. Il y a là aussi une manipulation, comme la laïcité de la valeur travail pour le pouvoir. Le travail libère. Ouais, ça dépend de quel type de travail. Hein, quand on nous dit faut que tout le monde travaille parce que c'est source d'émancipation, je sais pas. Ça, c'est le langage gouvernemental. Sous-entendu, en plus, les chômeurs sont des feignants. Non, il y a peut-être des gens aussi qui soit ne veulent plus travailler, ou en tout cas ne veulent pas travailler dans ces conditions-là. Comment redéfinir ce rapport au travail? C'est là où les choses se corsent. Il y a des pistes, hein, comme les salaires à vie, justement l'économie populaire, comme l'économie contributive, comment aussi reconnaître l'économie non payée, hein, enfin, tout ce qui est justement l'économie contributive. Surtout les gens qui effectivement travaillent pour le bien commun, mais dont l'économie n'est pas validée, quoi. Voilà.
Voilà, toutes ces questions-là restent en suivant. Bon, ils sont un peu abordés par en partie, enfin en tout cas, mais même l'économie sociale et solidaire, un peu comme l'éducation populaire, et rentrer dans une logique là aussi très libérale. Hein, De marchandisation. De marchandisation. Voilà. Il faut faire tourner la boutique et voilà. Là aussi, ils sont soumis à des logiques techniciennes, concurrentielles, d'appel à projet, de ce qu'on appelle le new management, le public management. Hein. C'est-à-dire comment en fait la sphère publique intègre les logiques concurrentielles de la sphère privée. Quoi. Et il n'y a pas aujourd'hui un secteur d'activité qui échappe à ça. Quoi. En premier lieu, le milieu associatif. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions, d'autres remarques? C'était complet. Oui, j'en prie. Ça a été abordé un peu en filigrane, mais est-ce que ça se finance le tiers espace ou est-ce que ça doit être financé? Par définition, au départ, comme ça part des situations, évidemment, il n'y a pas. Mais ça peut créer, ici, comme vous créez un tiers espace, c'est un lieu qui est financé, avec des salariés, etc. Donc il peut y avoir des configurations différentes, il peut y avoir des configurations complètement, j'ai envie de dire, hors de tout forme professionnelle, voilà. Comme des formes qui sont négociées dans les espaces professionnels. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir justement circuler. Pour moi, tiers espace, c'est le contraire de l'apologie de la précarité. Enfin, bon, qu'on retrouve dans les nouveaux espaces. Bon, parfois il y a aussi les tiers-lieux et tout ça. Bon, soyez créatifs, mais soyez précaires. Quoi. Et soyez contents, ça vous valorise quand même. Mais non, c'est légitimement comme d'autres formes économiques inégalitaires, etc. Quoi. Non, ce qui est par contre important, c'est de pouvoir faire entrer ces logiques de tiers-espace ensuite dans des dispositifs qui, eux, sont financés dans le droit commun. C'est pas sous forme expérimentale. Quoi. Ce tiers-espace est encore toléré justement dans sa forme expérimentale. Je voyais aussi par rapport justement l'économie populaire, par exemple, certaines structures qui ont pris ce principe-là. Je parlais des récupérateurs vendeurs, mais il y a aussi les ateliers de rue de récupération mécanique qui ont expérimenté sur une forme plus salariée ces formes de réponse. Une fois qu'ils ont trouvé leur structure, ils n'ont pas développé. Quoi. Donc l'expérimentation est restée à un stade local. Quoi. Il n'a pas développé, il n'a pas rentré dans un soutien. Bon, c'est pareil, oui, enfin, c'est souvent le cas, effectivement, des expérimentations qui sont mises en avant, qui servent de justificatif. Voilà. Mais, donc là, il y a vraiment, c'est ça qui est intéressant de négocier, d'articuler. Est-ce que vous avez des exemples de tiers-espaces qui ont fait évoluer une norme parce que, vous le disiez cet après-midi, c'est justement que c'était souvent des lieux qui permettaient justement, par l'expérimentation, de faire évoluer des normes très institutionnalisées, d'où l'intérêt de les soutenir. Et du coup, là, on a quelques exemples qui n'ont pas forcément abouti, mais j'imagine qu'ils ont abouti peut-être sur d'autres moyens qui auraient été permis de faire évoluer la norme. Pas trop. Après, tout dépend de ce qu'on entend par abouti, mais quand je parlais des formes culturelles de rue, bon, par exemple, ils ont créé leur propre école populaire, par exemple. Bon. D'ailleurs, c'est un enjeu aujourd'hui parce que l'institution veut réglementer, par exemple, la formation, il veut créer un diplôme d'état de danse. Et ce qui est une manière de réglementer ces formes de transmission et de déposséder les acteurs, justement, de cette forme de transmission, puisque la légitimité passerait par le diplôme et non pas par le parcours expérientiel. Donc effectivement, cette notion d'école populaire, tout de suite est reprise par la forme académique ou très rapidement. Quoi, voilà. L'économie populaire, après il existe,
je pense, même si c'est très précaire, bon, des économies de... Enfin, en tout cas, je sais qu'il y a des collectifs, notamment d'architectes, qui travaillent sur ces circuits courts, donc, qui a été repris d'ailleurs par la logique des AMAP et tout ça, qui est aussi revenu autour de la citoyenneté alimentaire, notamment par la période de Covid, c'est-à-dire comment se rapproprier aussi les circuits de l'alimentation. Donc là aussi, bon, j'ai envie de dire, c'est pas des effets directs obligatoirement, mais c'est des influences sur des dispositifs qui se mettent en place, quoi. Oui, je pense qu'il y a des effets aussi de, comment dire, pas simplement de synergie d'interdépendance, mais aussi d'osmose et de capillarité, c'est-à-dire des effets de proximité. Je pense qu'effectivement, je parlais par exemple du plateau du Larzac, le plateau des Mille Vaches, plutôt. Voilà, il y a un effet, là aussi, il y a des clusters, enfin, des formes de regroupement qui se traduisent liées au développement de ces expériences sur un même territoire, qui fait qu'à un moment donné, effectivement, il y a, mais qui est lié aussi à l'histoire de ces territoires, au profil des acteurs qui s'investissent. Enfin, il y a différents paramètres qui fait qu'à un moment donné, ces expériences-là, quand je dis comment dépasser le stade îlot pour faire archipel, quoi. Voilà, c'est ça en fait l'enjeu. C'est pas obligatoirement d'instituer les tiers-espaces, mais faire une circulation sur un territoire. Et à un moment donné, il y a un rapport qui change. Effectivement, c'est le territoire qui se développe et qui est ensuite validé effectivement par l'institution, parce qu'ils ont réussi effectivement à créer cette synergie de proximité. Plutôt que de réfléchir en termes d'équipement, c'est-à-dire qu'on va installer des structures sur le territoire, et c'est ça qui va faire le développement. Ça crée pas totalement de dynamique territoriale, quoi. Puis après, on voit en atelier de rue, oui. On voit bien que l'atelier de rue, ça fait 8 ans qu'on mène des ateliers de rue, on voit bien qu'au bout de 8 ans, on a transformé le rapport à la rue, des enfants, des adultes, des travailleurs sociaux. On voit bien que ça a changé des choses. Alors, comment ça les a changés, on n'a pas mesuré, c'est pas évaluable. Mais on voit bien que l'utilisation de l'espace public n'est plus le même au bout de 8 ans. On voit que les générations sont passées, on voit qu'il y a des habitudes qui sont prises. Et puis, ouais, je pense que c'est une transformation locale. Des fois, c'est très localisé. Mais nous, notre pratique, elle est plutôt vraiment très locale, quoi. Mais la rue est un tiers espace, à notre sens, quoi. Le problème, c'est qu'on est pris dans des dynamiques, on le voit, sécuritaires. La rue est vue avant tout comme un lieu à pacifier, à contrôler, comme le reste d'ailleurs de la société, quoi. Dès qu'il y a des velléités d'une forme d'autonomie, c'est difficilement accepté ou c'est vu comme un danger ou comme un contre-pouvoir, enfin, ça dépend comment on l'analyse. Et je pense que le tiers-espace, pour nous manière de dire est-ce que les tiers-espaces sont efficaces, je veux dire ils sont difficilement efficaces tant que le paradigme dominant serait une logique capitaliste productiviste, enfin, tant que les critères d'évaluation, de reconnaissance, de validation, etc. seront ceux-là, jamais effectivement sous forme d'alternative. On passe son temps à nous dire ça, il n'y a pas d'alternative depuis 40 ans. Voilà. Des juifs non alternatives. On a détruit le milieu ouvrier, après on a imposé un capitalisme financier de plateforme, puis maintenant, voilà, qui est le flux de plateforme. Donc une forme économique, on va toujours dans le même sens, quoi. En disant qu'il n'y a pas d'alternative, ou alors elles ne sont pas viables. La manière dont on traite aujourd'hui l'écologie politique, il y a comme presque une forme de délinquance, quoi. Voilà, c'est symptomatique. Pourtant, s'il y a bien des gens qui sont concernés, sont prêts à poser des alternatives, c'est bien ce mouvement-là, quoi. Voilà, donc c'est... Après, justement, c'est aussi ce que je reproche souvent, ce qui n'est pas le cas ici, mais au lieu, oui, c'est de prendre en compte cette dimension politique, quoi. Vous n'êtes pas simplement des techniciens, quoi. Voilà. Ce que je dis d'ailleurs aux travailleurs sociaux et à tous les professionnels que je rencontre, quoi. Vous produisez un savoir qui est un levier aussi d'action, de transformation, quoi. Donc vous ne pouvez pas à la fois dire, oui, on est dominé, effectivement, le paradigme dominant culturel n'est pas le nôtre, c'est vrai, mais à la fois, oui, il faut aussi
crois qu'on considère afin de dire qu'effectivement ces tiers-espaces sont aussi, les centralités populaires sont des lieux politiques. Il faut aussi prendre en compte, si on veut changer à un moment donné cette façon de penser, de concevoir l'action. Et donc voilà, il faut que... c'est pas obligatoire de prendre un label, hein, parce qu'il y a des lieux qui se disent alternatifs, qui ne sont pas du tout alternatifs. Hein. Bon, moi je me méfie des étiquettes après, le mouvement alternatif, ceci ou cela, comme il y avait un rock alternatif ou un machin de alternatif. Ça, c'est pas des labels, mais c'est plutôt la manière, justement, dont ces espaces se construisent et créent leur propre vocabulaire, leur propre imaginaire, leur propre savoir. C'est ça qui est politique, qu'il faut arriver à défendre. Après, ça peut très bien se dérouler dans des lieux aussi institués. C'est pas obligatoirement que dans la rue, ou dans les friches, ou dans les squats, ou dans les lieux dits alternatifs, que se crée une alternative. D'ailleurs, elle ne peut pas se créer que si d'autres lieux le prennent en compte. C'est uniquement en marge. Si on veut que les tiers-espaces fassent le levier, il faut qu'il y ait aussi un poids sur ce levier, et ce poids, il ne peut pas être uniquement dans des formes parcellaires et éclatées. Est-ce qu'il y a encore des interventions? Une fois, deux fois, trois fois. Merci beaucoup, Yves. Merci beaucoup, merci, Joséphine. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre conférence. On accueille Jean-Philippe Pierron, qui est philosophe et qui travaille sur l'écologie populaire et le rapport à la nature. Voilà, dans le cadre d'un festival sur l'écologie populaire. Comment ? Jean-Philippe Pierron, il a écrit, il y a pas longtemps, Je est un nous. En fait, il a vachement travaillé sur l'approche quantique de la nature. Il part du principe qu'on a tous et toutes des souvenirs enfantins, liés à l'écorce d'un arbre, liés à un chant d'oiseau, liés à une vision naturelle. Et en fait, c'est comment on se construit à travers, pas à travers une écologie technologique ou une écologie capitaliste ou une écologie des petits gestes, mais plutôt une écologie naturaliste. Et du coup, c'est super intéressant ce qu'il fait. Et du coup, c'est mercredi prochain à 18h30. J'ai oublié, ça c'est une partie des articles que j'ai produits sur ces questions-là. Vous pouvez aussi aller sur mon site de travail, donc c'est rechercheaction.fr/hugues-bazin. Vous pouvez aussi récupérer, télécharger aussi tous les articles sur lesquels je parle, sur ce que j'ai écrit aussi sur ces questions-là. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci.